Invité de cette matinale, bonjour Chantal Bonjour. Joanneau, sénatrice UDI de Paris. Il y a votre bureau politique cet après-midi des centristes de l'UDI. Bon résultat aux côtés de l'UMP pour ces dernières départementales. Est-ce que vous avez fait le bon choix de vous allier avec l'UMP ou bien est-ce que quelque part vous n'avez pas aussi un peu vendu votre âme? Parce qu'on a surtout parlé de l'UMP mais beaucoup moins de l'UDI. Alors, non, on n'a pas vendu notre âme parce qu'on a fait bons résultats au municipal, bons résultats au sénatorial, bons résultats aux européennes. Donc, on continue sur de bons résultats. Là, on est sur un scrutin majoritaire. Donc, ça nous oblige à des alliances. D'ailleurs, c'était un peu la volonté du gouvernement. Passez un peu comme étant à la remorque de l'UMP. Non, mais aujourd'hui, il n'en reste pas moins vrai que l'UMP n'aurait pas gagné sans nous. Vous croyez ça ? Ah bah, c'est évident. C'est évident, sinon ils n'auraient pas fait alliance avec nous. C'est quand même pas pour nos beaux yeux et par pur amour. Et deuxièmement, sur les élections qui viennent, les élections régionales, on est sur un scrutin proportionnel. Et là, par contre, en Ile-de-France, on aura notre liste. Il y a un article ce matin dans Libération qui s'appelle « Pour affaiblir Juppé, Sarkozy fait son marché dans le centre ». Est-ce que l'idée de participer à la primaire de la droite en échange de présidence de région, est-ce que ça fait son chemin à l'UDI? C'est ce que dit en substance cet article ce matin. Alors, en l'occurrence, on se refuse absolument aujourd'hui à prendre la moindre position sur les primaires de l'UMP. Le choix des primaires est un choix interne à l'UMP, l'organisation est un choix interne à l'UMP. Nous, on a fixé nos règles, on a un conseil national qui aura lieu début 2016 et on en discutera à cette occasion, et c'est le Conseil national qui décidera. Mais aujourd'hui, il n'est pas question pour les uns ou pour les autres de dire moi j'y vais pas. Ce sont des démarches personnelles, ce n'est pas une démarche de parti. Un mot sur la guerre au Front National en ce moment entre le père et la fille, ou plutôt la fille et le père, c'est plutôt dans cet ordre-là. Ça vous inspire parce qu'on n'entend pas tellement les partis là-dessus. On a l'impression qu'on laisse laver le FN son linge sale et on observe. Dans la PME familiale. Sur la question du Front National, effectivement, ils lavent leur linge sale en famille. C'est une belle opération de com. On tente encore une fois de dédiaboliser Marine Le Pen en la séparant de son père. Vous y voyez une opération de com parce que les mots sont très forts. Oui, mais il n'en reste pas moins vrai que le projet du Front National reste le même, que nous, notre position, c'est de dire que le parti en tant que tel n'est pas républicain puisqu'il classe les gens en fonction de leur origine et pas en fonction de leur mérite et pas en fonction de leur travail. Donc, pour nous, ça ne change rien sur le fond. Le projet du Front National n'a pas changé d'un iota avant ou après cette affaire. Chantal Joanneau, on va faire votre revue de presse. On va commencer avec ce papier du Monde de mercredi sur la pollution à Paris et ce nouveau jeu de rôle sur la mise en place de la circulation alternée. Anne Hidalgo veut que ce soit mis en place tout de suite. Ségolène Royal temporise encore une fois. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Non, mais encore une fois, le pic de pollution, c'est le moment extrême. Ce qui est mauvais pour la santé, c'est la pollution en moyenne. Et ça, on ne le traite pas. Donc, on se bat au moment des questions de circulation alternée. On ne prend pas de mesures structurelles. Anne Hidalgo, elle a un mérite, c'est qu'au moins, elle essaye un petit peu. Mais ce n'est pas parce que vous arrêtez la pollution au périphérique qu'on va régler le problème. Mais dans ce Donc, moment, moi, j'ai un vrai sujet. Vraiment précis du pic de pollution. Non, mais j'ai un vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas traiter cette question à l'échelle de Paris. Il faut la traiter à l'échelle de la région, au minimum. Il faut prendre des mesures structurelles sur, effectivement, les énergies fossiles, sur le diesel. Il faut prendre des mesures de long terme. On ne fait rien sur ce sujet. On n'a pas fait grand-chose pendant les années Sarkozy, dont vous étiez dans le gouvernement aussi. J'ai fait un plan particulier. J'ai proposé la mise en place de zones d'action prioritaire pour l'air, les fameuses ZAPA, qu'on a mis en place dans d'autres pays comme la Suède, comme la Norvège. Ça n'a pas été suivi. Après, dès que la gauche est arrivée, ils ont enterré le truc. Et maintenant, on se rend compte que les problèmes perdurent. C'est quoi? C'est le lobby du diesel? Il y a une industrie qui, aujourd'hui, il lui faut 10 ans pour se renouveler. Donc, il faut prendre des mesures sur 10 ans. Parce que PSA comme Renault ont joué la carte du diesel. Ils ont joué la carte du diesel parce qu'on les a incités par notre système fiscal. Et quand aujourd'hui vous déposez un amendement au Sénat pour dire on rééquilibre les deux fiscalités, on baisse l'essence et on augmente le diesel progressivement sur 10 ans, le gouvernement vous dit systématiquement non. Donc là, aujourd'hui, il faut faire quelque chose déjà à l'échelle de la région. Demander aux habitants, aux franciliens, jusqu'où vous êtes capable d'aller, vous, dans votre comportement individuel, parce que ça nous concerne tous dans nos vies collectives, et ensuite, effectivement, modifier la fiscalité. Mais ce jeu de rôle, je le trouve tellement malsain. Oui, il faut que ce soit automatique, la circulation alternée. Il ne faut même pas se poser la question. Mais ça n'empêche qu'il faut prendre des mesures structurelles. Autre article du Huffington Post, mardi, sur les chrétiens d'Orient. Oui. Va-t-on enfin vers une laïcité inclusive? Alors, il s'agit toujours de l'affaire de la RATP, qui a refusé de mettre au profit des chrétiens d'Orient.
pour vous, la défense de la laïcité va trop loin? Cet article, alors, il est extrêmement symbolique. La question de la laïcité, c'est une question que nous aurons au Conseil national cet après-midi. Aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant le débat sur la laïcité, puisqu'on voit qu'on a vraiment deux écoles. Une école qui dit que la laïcité, c'est la liberté, et une école qui dit que la laïcité, au contraire, c'est une vision extrêmement restrictive. Là, pour le cas de la RATP, il n'y avait aucun argument pour justifier leur position. Si vous prenez la loi de 1905... Vous disiez neutralité du service public. Hein, non, vous êtes dans un espace public. Vous êtes dans un espace public, mais le service public, c'est vous en tant qu'autorité publique. C'est vous quand vous êtes enseignant, vous êtes neutre. Vous quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes neutre. Quand vous êtes politique, vous êtes neutre. Mais là, en l'occurrence, il n'y avait aucun fondement. La loi de 1905, au contraire, vous disiez l'inverse. Donc la RATP va trop loin. Ah bah là, très clairement. Et puis surtout sur la question des chrétiens. Après, ils ont rétro-pédalé, disons-le. En plus, là, de dire qu'ils étaient partis à un conflit. Mais les chrétiens d'Orient n'ont rien parti à un conflit, ils n'en sont que les victimes. On va terminer cette revue de presse avec un article dans La Parisienne, un supplément du Parisien, la possibilité de suivre sa santé d'un clin d'œil. Les changements infimes de la couleur de peau de notre visage seraient révélateurs de notre santé. Ça paraît incroyable. Mais ça, c'est passionnant. Il y a une révolution aujourd'hui, une révolution du numérique, de l'intelligence artificielle qui va nous permettre, par exemple sur la santé, d'aller vers une vraie personnalisation de la santé, d'aller nous-mêmes en ce qu'on appelle l'humain augmenté. C'est par exemple aujourd'hui des dispositifs qui vous permettent de voir à 16 dixièmes, ça existe. Et ça, c'est une révolution silencieuse que le politique aujourd'hui ne prend pas en charge, parce que ça va avoir des conséquences énormes sur le rôle des médecins. Pour la sécurité sociale. Ah non, mais la question n'est pas de savoir si on veut ou si on ne veut pas que ça arrive. Ça arrive. La question est de savoir ensuite comment ça va modifier le rôle des médecins, comment ensuite ça va permettre soit une médecine prédictive individuelle, soit une atteinte à votre intimité aussi, parce que les données vont être... Ça, c'est des sujets fondamentalement politiques. Et ça, moi, j'adorerais, c'est un sujet que je veux vraiment porter à l'UDI, je trouve ça passionnant. Mais vraiment, je vous invite à regardez ce qui se fait dans Science et Avenir, regardez ce qui se fait dans des journaux formidables comme Alter Echo. Il y a une révolution. Non, moi, je trouve ça génial. Mais c'est une question profondément politique. Donc pour nous, c'est comment on l'accompagne, comment on fait en sorte que ça ne porte pas atteinte ni à la vie privée. Parce que demain, on va vous dire, vous avez le gène prédisposant à tel cancer. Mais il y aura une médecine prédictive, oui, évidemment, par rapport à vos prédispositions, mais ça vous permettra... Mais ça risque d'être panique-à-bord pour beaucoup de gens aussi. Mais ça vous permettra d'adapter votre style de vie. Ça vous permettra effectivement de pratiquer plus ou moins de sport. On ne sera plus dans la médecine purement curative, on sera dans la médecine préventive. Pour vivre plus longtemps, c'est ça? Pour vivre mieux surtout, pour vivre mieux. Merci beaucoup Chantal Joanneau, sénatrice UDI de Paris, alors que vous tenez votre comité politique, bureau politique, cet après-midi. Conseil national. Conseil national de l'UDI.